Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation, en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débat public sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque? Écoutez, je suis né en 1955, j'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. J'ajoute que, on me dit l'avenir est à la voiture électrique. Alors tout le monde, la voiture électrique, formidable. Formidable, formidable. Puis d'abord, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire. Donc, mais je pose quand même une question. La voiture électrique, elle consomme de l'électricité? Non. Bon. L'électricité, il faut la produire. Et donc on a l'Allemagne qui a fait rouvrir toutes ses mines de charbon pour produire de l'électricité. Il y avait un ministre de l'écologie, là, dont j'ai oublié le nom, qui dans la même journée a dit, avec l'autorité, dans 10 ans, il n'y aura que des voitures électriques. Parfait, très bien. Et tout le monde d'applaudir. Et dans 10 ans, on aura fermé la moitié des centrales nucléaires. Parce que naturellement que les voitures électriques n'ont pas besoin d'électricité, c'est bien connu. Bon. Alors, le sujet démographique est un sujet, mais monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale? Il y a en matière d'agriculture une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, mais au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Déjà qu'on ait des éléments statistiques viables.
Les Chinois, et on ne peut pas leur donner tort, ils n'ont plus les moyens de payer leur retraite, viennent de décider qu'on ne mettrait plus en place la politique du un enfant. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. J'aurais voulu vous poser une question concernant le modèle World 3 qui vient des limites de la croissance et dont les prédictions sont quand même apocalyptiques, je pense qu'on peut le dire. Donc eux, ils voyaient, enfin en tout cas le modèle business as usual, celui qu'on a l'air de suivre, le scénario qu'on a l'air de suivre, a l'air de prédire un effondrement de civilisation dans les années 2030, entre 2030 et 2040. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça, parce qu'il y a eu quand même quelques études qui ont l'air de montrer que l'effet colle assez bien au modèle, notamment celle de Turner. Donc je serais curieux de connaître votre opinion là-dessus. J'ai le même avis que vous. C'est que la ligne de pente ne nous emmène pas nécessairement vers un long fleuve tranquille. Donc World 3, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, et Meadows, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers non plus. Meadows était un scientifique du MIT qui a travaillé dans une équipe qui n'avait pas fondé, du reste c'est Forrester qui avait fondé l'équipe, et qui faisait de la dynamique des systèmes. Et à un moment, cet homme, qui devait avoir des nuits un peu trop longues, s'est demandé comment les raccourcir. Et donc, il s'est dit, je vais essayer de faire un modèle qui représente la dynamique du système population humaine dans son environnement. Donc, il a fait un modèle dans lequel il a une population qui est, qui a ses propres déterminants. Elle cherche à s'alimenter, elle cherche à profiter de services industriels, etc. Et puis, elle est limitée par ce que l'environnement peut lui offrir, c'est-à-dire il y a une limite de surface cultivable, de ressources extractibles, etc. Et puis Meadows, il regarde comment est-ce que le système peut évoluer, compte tenu de la manière dont il a déjà évolué jusqu'à maintenant. Et il en tire une conclusion cardinale, une seule. Il dit, tant que l'humanité a pour objectif de croître en volume, donc plus de monde consommant plus, la seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'à un moment ou à un autre, le système s'effondre sur lui-même après avoir bouffé tout le capital qui l'entoure. Alors, il y a deux manières de bouffer le capital. Vous pouvez le bouffer par l'extraction ou vous pouvez le bouffer par la pollution. La pollution perturbant, enfin dégradant la qualité des actifs restants. Voilà. C'est ce qu'a dit Meadows. Et donc Meadows dit, quel que soit l'optimisme que je puisse prendre sur les conditions initiales, la quantité de ressources extractibles, etc., si les hommes cherchent la croissance, ou même la cherchent trop longtemps, ils la cherchent jusqu'en 1980, après ils disent non, je m'arrête, eh bien à ce moment, le système finit par s'effondrer sur lui-même. C'est ce qu'avait dit Meadows. Alors la façon dont le système s'effondre, c'est qu'à un moment, l'alimentation disponible par personne se met à baisser, les services industriels disponibles par personne se mettent à baisser, puis la population se met à baisser. Et tout ça de manière subie. Alors évidemment, Meadows, il n'a pas dit à quel moment tel pays fera la guerre à tel autre pays, etc. Vous savez que vous n'avez que 3 manières de faire mourir les gens, c'est la famine, la maladie et la guerre. Il n'y en a pas d'autres. Donc une contraction rapide de la population, c'est un monde dans lequel se généralisent les famines, les maladies et les guerres.